Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande consacrée au feuilleton de la semaine. Regardez cette photo. Dessus, vous allez voir une partie des premiers tirailleurs kanaks engagés pour la Grande Guerre. Nous sommes le 4 juin 1916 et vous voyez ces soldats juste avant d'embarquer sur le Gange, départ pour la France. Ce soir, sur ce plateau, je vous invite à revivre ce bout de notre histoire et de voir comment encore aujourd'hui au pays, on se mobilise pour que l'histoire ne sombre pas dans l'oubli. Bienvenue dans la bande consacrée aux tirailleurs kanaks. Alors, merci d'être avec nous ce soir sur ce plateau. On va présenter les invités. On va commencer par vous, Imelda Pada. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes animatrice communale en charge du patrimoine du côté de Puebo. C'est vous qui êtes à l'initiative de la création de la toute première stèle de la commune. Nous en parlerons dans cette émission. À vos côtés, Bertrand Gnaille, bonsoir. Vous êtes un ancien militaire, vous avez servi en France au 21e RIMA à Fréjus, régiment d'infanterie de marine, et vous avez érigé une stèle en l'honneur des tirailleurs kanaks là-bas. Vous nous en direz plus ? Je vous propose de faire un petit rappel historique. Lundi prochain, nous fêterons, c'est le 11 novembre. Ce soir, nous parlons des tirailleurs kanaks, mais on n'oublie pas non plus ces premiers hommes qui sont partis, appelés les Niaouli. Ce premier contingent d'hommes de 713 Calédoniens est parti sur le front le 25 avril 1915 sur le Santé. Ensuite, comme la France avait besoin de plus de combattants, le 29 décembre 1915, le gouverneur Repiquet engage le recrutement auprès des tirailleurs kanaks cette fois-ci. Mais pour quelles raisons se sont-ils engagés? Comment s'est déroulé le recrutement? Je vous propose tout de suite de revoir ce reportage d'Audrey Pouedy. Il a été diffusé lundi soir dans notre JT. Nous en parlons juste après. Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. L'ordre de mobilisation générale est lancé immédiatement par la suite. Un appel auquel seuls les caldoches et les métropolitains peuvent y répondre au pays, le code de l'indigénat étant en vigueur à cette époque. Cependant, nécessitant de beaucoup d'hommes, l'État français décide d'élargir le recrutement aux Kanaks en 1915. On estime à l'époque qu'il y a environ 8500 hommes aptes à s'engager. Toutefois, une loi stipule que pas plus d'un dixième de la population autochtone peut être recrutée. C'est ainsi que commence une campagne de recrutement. Les responsables du service des affaires indigènes convoquent les chefs de tribu et les incitent à désigner parmi leurs sujets des hommes pour aller à la guerre. Si au début le recrutement se fait facilement, les demandes de l'état-major augmentent au fur et à mesure, rendant compliquée l'embauche de jeunes Kanaks pour la guerre. Le chef du service des affaires indigènes va donc utiliser la force et l'intimidation auprès des chefs pour qu'ils désignent des hommes sous la contrainte. Certains recruteurs iront plus loin en faisant des promesses. Lot de terre, semences, citoyenneté, autant d'engagements qui ne seront pas respectés au retour des guerriers. Un enrôlement abusif qui mènera à la rébellion de certains chefs kanaks, comme la révolte de 1917. Imelda, Bertrand, une réaction par rapport à ces informations qu'on vient de voir dans ce reportage sur cet effort de guerre que demande la France aux Calédoniens? 71 jours de voyage pour rejoindre le front. D'abord, les tirailleurs kanaks sont utilisés comme ouvriers au chargement des bateaux et des chargements qui vont partir sur le front d'Orient. Puis après, ces soldats sont envoyés sur le front. Qu'est-ce que ça vous fait de réécouter ces dates, ces éléments d'histoire? Moi, ce serait surtout à l'époque, je vois qu'ils ont utilisé l'autorité de la chefferie. Donc, ça venait des chefs. Et automatiquement, on va dire automatiquement, c'était normal dans notre culture à nous que certains sujets obéissaient. Et en même temps, ces grands chefs-là, je pense que, comme dit dans le reportage la dame, là, c'est parce qu'ils leur ont promis certaines choses, ils leur ont fait des promesses. Et ces grands chefs-là, quand ils donnent l'ordre, automatiquement les sujets suivent, quoi. Eux, c'était plus par obéissance à leurs grands chefs. Donc c'est bien, parce que c'est bien
mentionné dans le reportage. Bertrand, vous, ça vous fait quoi? Moi, comme la maman il vient juste de dire, c'est l'obéissance des guerriers qui sont partis pour les guerres, en restant dans leur état d'esprit qu'ils partent, mais ceux qui sont promis, ça va être validé au retour de leur mission. Ça fait que moi, mon impression à moi, c'est que en étant guerrier, et de revenir pour qu'on se soit comme ça aujourd'hui. Et la plupart, il y a beaucoup qui ne sont pas revenus. Ce reportage et ce témoignage d'un papa de Pueblo, ce reportage est extrait de l'émission qui est passée mardi dans notre JT. Regardez. Ces casques ont plus de 100 ans. Ils appartenaient à Philémon Oumando, grand chef du district Mouelebeng, et à l'un de ses sujets, le vieux Wanyom de la tribu de Tchabwen. Ces casques et cette photo de Philémon en uniforme, Alexandre les garde précieusement. Ce sont les seuls souvenirs qui lui restent de son arrière-grand-père. 41 tirailleurs kanaks, issus de la région de Pueblo, ont combattu pour la France. Bertrand, on raconte souvent que les tirailleurs kanaks faisaient preuve d'une grande bravoure sur le front. Vous êtes ancien militaire, quel est votre sentiment par rapport à ça? Par rapport aux tirailleurs kanaks, avec toutes les histoires que j'ai entendues quand je suis arrivé en métropole, en 2005, j'ai trouvé des anciens que voilà, les arrières, qui étaient au régiment, les arrière-grands-pères de ceux-là, ils sont racontés que tous les tirailleurs, c'était solide, d'ici qu'ils sont partis. Mais ils étaient minorités par rapport aux tirailleurs sénégalais. Et je me mets à leur état d'esprit que ces vieux-là, ces guerriers, ces arrière-grands-pères, ils étaient... leur façon de penser, leur mental par rapport au climat. Je trouve que ils étaient des descendants voilà, guerriers pour faire ce façon de faire. Premier front, première ligne, premier rang. Je trouve que... Alors Bertrand, vous avez 39 ans, vous êtes retraité de l'armée de terre, donc votre histoire commence ici du côté de Koumak où vous avez fait vos premières écoles au GSMA. Oui. Après vous partez du côté de Ploum, consolider vos bases militaires et vous partez en 2005 pour la France, rejoindre le 21e RIMA, régiment d'infanterie de marine du côté de Fréjus. Là vous passez de première classe jusqu'à devenir caporal-chef. Pendant ces 8 années en France, vous partez en mission sur le terrain. Racontez-nous, vous avez fait quelle mission? J'ai fait 5 missions. J'ai fait 2 fois la Guyane, j'ai fait 1 fois l'Afrique, j'ai fait 1 fois le Sénégal et j'ai fait le Tchad. Mais le Tchad, c'est là où il y avait un mouvement des rebelles. Alors justement, le Tchad, petit rappel, entre 2005 et 2010, il y a eu une guerre civile qui se passait au Tchad où un conflit opposait les forces militaires contrôlées par le président en place, Idriss Déby, à une collision de groupes rebelles du nord du pays soutenus par le pays voisin, le Soudan.
Vous êtes sur place avec l'armée américaine pour repousser les rebelles de la ville de N'Djamena. Vous commandez à ce moment-là 6 hommes. Vous êtes au milieu d'un conflit. Quel est votre sentiment sur place? À quoi vous pensez? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? À ce moment-là, quand les rebelles sont arrivés à N'Djamena, c'est quand le chef nous a donné les ordres. Ça veut que nous, on a exécuté les ordres, mais c'est que le petit instant, là, les rebelles sont tirés dans tous les sens. Et nous, on gardait les écoles. Et ce instant-là, on faisait l'acte de présence. On ne pouvait pas prendre d'initiative comme ça. Ça fait qu'en place, on met 2 chevets, mais 2 trinômes. C'est qu'il faut rester dans le mental que il faut garder l'esprit fouane. Il faut aller dans le sens où il faut toujours allumer un tabac pour appeler les 107 pour dire que voilà, ici je ne suis pas tout seul, on aime beaucoup. Et en plaçant les cheveux, ça fait que les balles ça ricoche un peu partout. Ça fait que pour placer les cheveux, c'est un peu dur. Mais on ressent toujours le mental costaud et l'esprit, il faut que toi tu sois toujours solide. Il faut qu'on protège ceux qui sont à côté de nous. Imelda, vous écoutez ce témoignage de Bertrand, vous avez imaginé un petit peu ce qui peut se passer sur une zone de conflit comme ça? Est-ce que ça vous rappelle, vous pouvez imaginer les tirailleurs kanaks lors de la Première Guerre? Oui, ben, j'imagine qu'à l'époque, eux déjà quand ils étaient partis d'ici, c'est pas on va dire des soldats entraînés. Et puis quand ils étaient là-bas, ils devaient avoir le même mental que lui dit, la même mentalité. On va dire que c'est ce qui aide aussi à les combattre. S'ils emmènent ça, comme chez nous, dans notre culture, on part avec les esprits avec nous. Et si on y croit, et voilà, avec la force, on sent la présence, on croit en eux, c'est ça aussi qui fait la force au niveau, on va dire, du mental, quoi. L'esprit, quand je suis parti de chez moi pour partir en métropole, de Ploum à métropole, c'est que mon ouverture d'esprit, c'est pas le même comme les guerriers sont partis hier. Eux sont partis hier dans leur ressent, dans leur ouverture d'esprit, qu'ils leur promettaient quelque chose. Ça fait qu'ils ont dépassé le sens d'une guerrier. Ils étaient plus loin que ça. Ils savent que s'ils reviennent, ils retrouvent leur terre natale, leur champ de cocotier, leur champ d'igname. Ça leur fera plaisir que voilà, on a fait ça pour ça. Mais là, voilà, il n'y a pas de reconnaissance. Et comme la maman l'avait dit tout à l'heure, qu'ils ont fait une promesse, mais à l'heure actuelle, on est en 2019. Ces anciens combattants, descendance de 3 chefferies. Ténéké, comme j'ai dit tout à l'heure, Ténéma, Ténéké, le sud, Ourima, les 3 îles. Il n'y a pas de promesse qui a été faite, mais le pardon n'était même pas fait à l'heure actuelle. Il y a encore du travail à faire. Alors justement, revenir un petit peu sur les témoignages, je vous propose de regarder cet extrait de ce reportage qui a été diffusé mardi sur les témoignages des familles. Regardez. Moi, je ne l'ai pas connu dans cet état-là. Il est jeune, là, mais je ne l'ai pas connu comme ça. Je connais mon tonton quand il est revenu de guerre. Il était gazé, tout, malade. Alors, il ne pouvait pas marcher droit, quoi. Il était à moitié bossu. Il ne faisait pas la cuisine, c'était mes parents qui prenaient les tianes, et puis c'est nous, les enfants, qui emmenaient à manger, à boire, tout ça en bas. C'est comme ça que j'ai connu son histoire de guerre. Voilà, parce que j'aimais bien l'écouter parler de Verdun, les bombes et tout, quoi. On voulait savoir pourquoi il est malade, quoi, il est comme ça. Il nous racontait, ouais, voilà, c'est ça. C'est comme ça que j'ai su que lui, il est malade, il a fait la guerre. Pour la plupart de ces tirailleurs kanaks, cette période était atroce, marquée à vie. Peu d'entre eux en parlaient. Ils s'attendaient pas aux canons, aux avions qui larguaient les bombes et tout, quoi. Hein. Là, ils ont eu connaissance sur place que, voilà, quoi, la guerre, c'est ça, quoi. Mais
ça lui faisait quelque chose de me raconter parce qu'il dit il y a des gens de Calédonie qui sont partis, ils étaient ensemble dans le régiment ou je sais pas comment là, ils appellent ça. Ben, il les a vus tomber, mourir, mais on ne pouvait pas. C'était la guerre, quoi. Il fallait continuer la route et puis, quitte à marcher dessus et tout, mais ça lui faisait quelque chose, quoi. Parce que nous, quand il y a un mort, ben, on s'en occupe, on fait attention et tout, mais eux, la guerre, c'est pas comme ça. Bertrand, en écoutant ce reportage, vous vouliez réagir? Oui. Hier, pour les anciens combattants, 14-18, ils ont fait une promesse. Nous, hier, on est partis parce que voilà, il fallait partir. Et aujourd'hui, on parle de référendum, mais je ne comprends pas pourquoi on parle de référendum. Alors qu'il y a les promesses. Il y a les promesses, le pardon n'a pas été fait. Là, on parle de référendum par rapport à quoi? Vous lancez une interrogation ce soir sur ce plateau. Je ne suis pas en capacité de répondre à cette question, mais... C'est surtout pour ceux qui sont au-dessus de là où ils ont. Je vais juste poser cette question. On invite toutes l'institution qui écoute cette émission de nous répondre et on se fera le porte-parole. Pour revenir sur vos initiatives à tous les deux, vous avez installé des stèles en commémoration de ces anciens combattants qui sont partis. Vous, Bertrand, à Fréjus, avant d'en parler, on va parler de ce projet qui sera mis en place dès lundi du côté de Pueblo. C'est une première, c'est la première fois que ça se fait. Racontez-nous un petit peu comment s'est passé ce projet, les coulisses de ce projet. Ça démarre en 2017, je crois, lors d'une fête communale. Et là, vous avez envie, vous échangez, on pense aux vieux. Oui, voilà, en fait, on avait organisé comme chaque fin d'année, depuis des années déjà de la commune. Tous les fins d'année, on organise une fête, on appelle ça une fête de fin d'année communale, où sont réunies toutes les différentes générations. On a nos personnes âgées, les handicapés, personnes handicapées plutôt, et nos enfants à la Noël. Donc on fait un repas, et puis depuis 1997, on a appelé ça un Noël pour tous. Et on avait le commandant de la brigade, M. Gérard Labi, qui participait souvent. Et au temps de midi, temps de pause de midi, il nous a appelé à prendre un petit apéro chez lui. Parce qu'on en avait discuté un peu sur le sujet. Et à partir de là, vous décidez de monter un comité, le comité Panémiré. Qui signifie se souvenir. Se souvenir d'eux, ou rappelons-nous d'eux. Et donc, vous vous engagez du coup à faire des recherches auprès des familles, des descendants de tirailleurs. Vous allez aux archives de Nouvelle-Calédonie, vous faites du porte-à-porte. Et vous avez le soutien de l'association In Memoriam aussi pour lancer vos recherches. Alors, tous les deux, vous faites partie de ce projet. Et Sonia, qui fait une thèse sur la Première Guerre mondiale, vous apporte son soutien pour Sonia, qui fait partie de l'association In Memoriam, pour lancer vos recherches. Je vous propose de découvrir son portrait. Master 2 de recherche en histoire en poche, Sonia, originaire de la tribu de l'Embouchure à Ponériouin, rentre au pays. Passionnée d'histoire, elle devient membre de l'association In Memoriam, qui travaille sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Ça permet de voir aussi que l'histoire de la Calédonie, ça touche aussi, donc l'histoire locale touche aussi à l'histoire en général, comme ça c'était intéressant. Puis autre chose, comme c'est une association, donc il y a du bénévolat, donc c'était une façon d'apporter une petite contribution à ça, quoi. Ça. Et puis, dans le In Memoriam, il y a une bonne collaboration, quoi. Une collaboration qui se fait à distance, car la plupart du temps, Sonia travaille de chez elle sur la côte Est. C'est suite à une exposition itinérante sur les tirailleurs Kanak, organisée par l'association, qu'elle a eu le déclic. L'exposition est venue à la mairie de Ponériouin et on regardait en fait les nombres de... Et c'est là que je me suis aperçue qu'il y avait une centaine qui étaient partis. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'y intéresser.
qu'au fur et à mesure, je me suis aperçue qu'en fait, dans ma famille, deux de mes arrière-grands-pères ont été à la guerre aussi. Alors Imelda, vous avez fait ce travail aussi de porte-à-porte auprès des familles. Ce travail, il se résume, pas seulement, mais en partie, avec ce que vous nous avez apporté là, ce soir sur la table. Oui, voilà. C'est un livret où à l'intérieur, on retrace... Alors je vais le montrer pour que tout le monde puisse bien le voir. À l'intérieur, on retrouve toutes les fiches des tirailleurs kanaks de Pueblo qui sont partis il y a 41 personnes parties pour la Grande Guerre. Ici, on voit la fiche de tout le monde. Vous, en faisant ces recherches, vous avez découvert que vous étiez aussi descendante de tirailleurs. Votre ancêtre est aussi à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez nous lire la fiche de votre grand-père ? Arrière-grand-père. Alors, il s'agit de... C'est un grand-père du clan. Il s'agit du grand-père Thialé Bruno. Ben moi, j'ai juste entendu parler de lui, mais je n'ai jamais su qu'il est parti, en fait. Alors, lui, il est né vers 1889 à la tribu de Saint-Denis, commune de Pueblo, où il réside et exerce la profession de cultivateur. Il mesure 1,72 m, il a les cheveux noirs et crépus et les yeux marrons. Engagé volontaire à Nouméa pour la durée de la guerre le 13 janvier 1917, il est incorporé à la Compagnie des îles du Pacifique comme tirailleur de la 2e classe le 10 jours. Il est gazé le 6 octobre 1918. Il est décédé à Pueblo le 20 novembre 1929 et il se prénomme bien Bruno Thialé. Alors pendant vos recherches, tous ces noms de ces combattants, vous allez les inscrire sur la stèle qui va être inaugurée lundi du côté de Pueblo? Alors en fait, on est passé dans les familles durant les porte-à-porte, comme vous appelez, avec les listes qu'on a eues des archives territoriales que Sonia nous a remis. On a comparé avec celui des archives territoriales que le commandant de la brigade de Pueblo nous a remis. On est allé vérifier et ces noms-là, c'est surtout par rapport à l'écriture. Parce que sur la fiche militaire, c'était écrit comme l'entendaient ceux qui ont fait les fiches militaires. Et quand on est repassé dans les familles, on a tenu à ce qu'eux, ils donnent les vrais noms. Alors justement, lundi, sur la stèle, il y aura les noms des tirailleurs inscrits. Voilà. Vous, du côté de Fréjus, quand vous avez fait ce travail justement de devoir de mémoire avec les combattants, vous n'avez pas pu inscrire tous les noms des combattants sur la stèle. Vous avez inscrit les noms des aires coutumières. Et ce travail qui a été inauguré en 2008 du côté de Fréjus, aujourd'hui, vous l'emmenez ici du côté de Pueblo. Vous avez fait participer à ce travail. Et lundi, qu'est-ce que ça représente pour vous de voir cette inauguration, cette stèle qui va être présentée, sculptée, mise sur une pierre? Tout ça, c'est un symbole. Racontez-nous. Et c'est sur ces mots qu'on terminera cette émission. En fait, pour moi, le travail qui va se faire le 11 novembre à Pueblo, en fait, pour moi, c'est le fruit du travail qu'on a fait. On a fait à Fréjus en 2008, avril 2008. C'est donner un sens à tous les serfs, comme quoi voilà, tous les vieux sont partis pour les guerres en métropole. C'est leur deuxième terre d'accueil. Et je remercie l'initiateur de ce travail, Kwandrodi Nicolas, avec tous ses frères, avec Chinois Kwandrodi, le grand sapin du sud de Païta. Je remercie quand même ces personnes-là, parce que c'est grâce à eux qu'on a fait lever le travail à 22 000 bornes d'ici. Alors, Imelda, lundi pour vous, c'est un grand jour. On rappelle que toute la population est invitée à participer. Oui, voilà. En fait, la mairie elle a lancé des invitations à toutes les familles concernées, ainsi qu'aux grandes autorités, on va dire, des institutions. Il y a également tout ce qui est corps de l'armée qui seront là. Alors, c'est sur ces mots qu'on terminera cette émission. Je rappelle que lundi, du côté de Pueblo, on pourra partager le travail que vous avez fait, un énorme travail. Malheureusement, on n'a pas pu évoquer tous les points. Je vous invite sincèrement à aller du côté de Pueblo lundi, voir le travail de tous les descendants et des jeunes aussi. Et bien sûr, suivre notre émission BDLB, à revoir sur notre site internet et à partager. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous retrouverez Océane la semaine prochaine. À bientôt.